RMC, l'after-foot, Florent Gautreau. L'after revient avec vous jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, Jérôme Roten et on accueille ce soir Philippe Rodier. Bonsoir. Bonsoir. Auteur de L'entraîneur idéal que voici aux éditions Hugo Sport, et Raphaël Auma. Bonsoir. Bonsoir. Préparateur mental dans le domaine sportif et qui a collaboré aussi à la rédaction de cet ouvrage. Alors c'est un ouvrage étonnant que j'ai lu parce qu'effectivement on parle beaucoup de foot, on parle aussi pas mal de philo, on parle pas mal de management, on parle de cinéma. Pour essayer, c'est une quête, de trouver ce qui pourrait ressembler à l'entraîneur idéal. Évidemment, on passe par Guardiola, on va voir Sir Alex, Bielsa, beaucoup Bielsa. Il y a donc tout un passage d'ailleurs très intéressant pour vous donner un peu le ton sur Bielsa et Nietzsche, pour vous faire simple. Et bon, effectivement, c'est assez parlant. Tiens, juste un mot dans la préface, parce que là c'est étonnant, après tout ce que je vous ai dit, je repars à Patrice Garande, qui a préfacé ce livre. Après, je viens de vous parler de Nietzsche. Pour Jérôme Roten, c'est une sorte de... Patrice la Garande. préface du livre, c'est Patrice Garande. C'est son entraîneur idéal à Jérôme. Écoute, franchement, je sais pas ce qu'il raconte dans le truc. Écoute ce qu'il dit. Il dit un truc, je ne gère pas des footballeurs, je gère des hommes qui font du football. Ça, c'est déjà ça. Oui, c'est vrai. C'est bien de le dire, après, faut l'appliquer, quoi. C'est plus dur à mettre en pratique. C'est beaucoup plus dur pour certains. Dans ce livre, le plus dur, c'est comment passer le message. Exactement. Alors, il y a ça, il y a comment transmettre. On voit souvent Guardiola, tous les joueurs qui ont joué avec Guardiola, beaucoup disent effectivement que c'est la transmission, et lui dit ce que j'ai adoré, c'est essayer de transmettre. Et on s'aperçoit que lui, notamment, dans sa quête en dehors du foot, il a beaucoup lu, il a beaucoup regardé, il allait prendre, et il dit j'ai beaucoup volé. Il dit qu'il a volé beaucoup de choses. Est-ce que dans vos recherches, vous avez noté qu'il y avait des entraîneurs, peut-être qu'il y avait une différence entre l'entraîneur uniquement basé sur le terrain et l'entraîneur qui avait une dimension intellectuelle? Ouais, complètement. C'est la première chose que j'ai remarqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, il ne doit pas obligatoirement y avoir une dimension intellectuelle? Si, moi je pense. À partir du moment où tu te mets en face d'un groupe de joueurs qui en plus aujourd'hui avec l'accès à la culture, l'accès à Internet, ils peuvent comparer les méthodes d'entraînement, ils peuvent comparer les schémas tactiques aussi. Donc finalement, il faut les convaincre. Et pour convaincre quelqu'un. Mais pas que ça. Quand je dis intellectuel, c'est aussi comprendre la psychologie. Bien sûr. Comprendre la psychologie d'un groupe. Pour moi, c'est ce que j'appelle une démarche intellectuelle. Bien sûr. Où on n'est plus dans le mec en survêt avec le chrono autour du cou et le sifflet à la bouche. Non, après. Ce que j'appelle l'ancien prof de PS. Exactement. Qui était la tradition longtemps en France de l'entraîneur. Exactement. Mais quand je dis le bagage intellectuel, la psychologie en fait partie. Et pour convaincre quelqu'un, si t'as pas des notions de psychologie quand t'es en face d'un groupe, tu peux être très vite dépassé, et je pense que c'est comme vous le dites, c'est le cœur du métier. On peut dire que le jeu est très important. Après, je vais pas dire que tous les entraîneurs connaissent le jeu, parce que ça serait peut-être valorisant pour beaucoup d'entraîneurs quand même, mais je pense que le cœur du métier, c'est la gestion des hommes. La gestion des hommes, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce livre, mais attention quand même, là on va beaucoup parler de cadors en termes d'entraîneurs. Et comme par hasard, comme dit Daniel, ceux dont on parle, les grands noms dont on va parler, comme par hasard, souvent, effectivement, il y a une forme d'élévation, de recherche en dehors du foot. Bien sûr. Sir Alex dit, avant même de parler de culture, il dit, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour être seul, pour pouvoir m'isoler. T'es forcé d'avoir un peu de recul justement sur les situations avec la pression qu'il y a aujourd'hui, l'enjeu médiatique. Tu peux pas, sinon tu te fais bouffer mentalement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Mourinho à Madrid. C'est qu'il y avait tellement de pression qu'il est parti dans une vendetta contre Barcelone. En plus, il y avait le climat avec les classicos, etc., qui fait que on peut employer le terme de burn-out pour lui, je pense, clairement. Oui, c'était ça à ce moment-là. Il a eu besoin de se reposer, de se relancer. Puis tu faisais le lien entre l'entraîneur, ses lectures, sa réflexion. On a eu récemment, puisqu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs un soir, on a Jardim. Qui lit beaucoup, il y avait eu cet entretien dans le JDD dont j'avais parlé là avec Edgar Morin. C'est très très intéressant ce qu'il disait. Alors, justement, Jardim, je l'ai là sous les yeux, page 14, il dit: dans ma carrière, j'ai beaucoup lu Edgar Morin. Il dit qu'il n'est pas possible, Morin, de regarder les choses de façon analytique, mais qu'il faut avoir une vision globale. Avant, on expliquait nos défaites par un problème physique et puis la victoire. Enfin, après, il reprend un exemple précis d'un match pour expliquer ça. Raphaël Auma, préparateur mental, c'est ça, avec les clubs de foot, qui a collaboré donc à ce livre également. C'est vrai que dans le livre, que ce soit pour des raisons intellectuelles ou sportives, la dimension psychologique chez le coach ou le grand coach, ou du moins dans la quête de l'entraîneur idéal, elle est fondamentale. Oui, elle est essentielle. Moi, c'est aussi ce qui m'a motivé à participer, à collaborer avec Philippe quand il me l'a proposé. En effet, l'entraîneur est face à un groupe. Il y a un élément psychologique, et puis j'ai envie de dire qu'il y a aussi un élément psychologique qui est très important vis-à-vis des personnes qui jouent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a 25 personnes face à lui. Il y en a 14, on va dire, qui vont jouer régulièrement, et puis
comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde reste dans le navire, reste motivé par cette quête collective, même si on n'est pas concerné tous les week-ends. Et Jérôme, dans ta carrière, est-ce que tu as vu l'évolution déjà sur des coachs, comme disait Daniel, un peu plus prof de PS classique, et puis par exemple dans les causeries, on dit maintenant de plus en plus les coachs utilisent des citations, ça a changé les coachs. C'est vrai que c'est étonnant. Après, j'ai connu tout, ce que je veux dire. Après, le prof de PS, bon, je sais pas si... à l'ancienne. Ouais, je sais pas comment le traduire. En tout cas, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont apporté tous quelque chose d'un point de vue tactique sur les séances d'entraînement aussi, parce que le plus dur pour un entraîneur, outre le côté psychologique, oui, je suis d'accord qu'il faut essayer de garder tout un groupe très concerné toute la saison, et ça c'est le plus dur. C'est le plus dur, pas quand tu gagnes, mais quand tu perds. Voilà, c'est ça. Donc t'as des mecs qui lâchent, et là l'entraîneur, il a un rôle qui est essentiel. Mais à côté de ça, il y a le quotidien. Ouais, les séances, intéresser c'est surtout ça. Voilà, c'est surtout ça. Le quotidien, c'est que l'entraîneur doit faire en sorte que son groupe suive, que ça soit pas trop répétitif toutes les semaines. C'est pour ça qu'ils prennent de plus en plus d'adjoints pour s'occuper de ces choses-là. Et c'est pour ça que là, moi, l'évolution, je l'ai vu là-dessus. C'est que au début de ma carrière, franchement, les semaines, elles se ressemblaient. Ouais, c'est vrai. Et tu parles avec tous les. Alors moi, j'ai commencé à Caen, puis après à Troyes, et encore à Troyes, j'ai eu la chance d'avoir Alain Perrin qui avait des inventions. Il était un peu novateur. Exactement. C'était le début. Il faisait partie justement de ces coachs sans carrière de footeux. Mais où le gars avait besoin de trouver une légitimité dans autre chose. Mais donc dans un discours, même il a eu ses défauts aussi de ce côté-là. Non, mais ça après il a des défauts, et il le sait, il le reconnaît même lui. Il en a même beaucoup. Moi, je suis mal placé pour en parler. C'était violent. Chambreur, même il était plus qu'impulsif. Je veux dire, il tenait des propos complètement déplacés par moment. Ah ouais. Ah oui, il paraît qu'à Marseille, on s'en souvient du côté de... En dehors du terrain, même. Ouais, non, mais là, c'était en dehors, toi, t'es con, toi. Non, mais par contre, tu vois, regarde, quand tu disais le prof de PS, du côté je des pense services que Alain, techniques, je l'ai pas connu au tout début, quand il a pris 3, parce qu'il a pris 3 au niveau amateur, il a fait monter cette équipe. Je pense que c'était un vrai prof de PS. Parce que Alain, il a jamais joué au football. Il s'est fait un petit peu tout seul, ancien militaire, tu vois, ce que je veux dire, voilà. Et lui a eu cette intelligence. Il a cherché des clés. Ouais. Et oui, et de progresser. Et il était novateur sur les séances. Comme Mourinho, c'est pareil. Il y a plusieurs entraîneurs qui disent ça, justement, le fait de passer d'une carrière modeste, de joueur très modeste, à une carrière d'entraîneur. Ça te force. De toute façon, quand on parle de joueurs, c'est peut-être péjoratif ou un peu, réducteur, mais on dit il y a des joueurs qui sont plus intelligents que les autres. Si vous prenez bien, c'est pas des grands joueurs. Par exemple, moi j'ai un exemple à Lyon. Je trouve que Christophe Jallet est un joueur très intelligent. Ça m'intéresserait de le voir coacher plus tard. C'est pas un joueur qu'on va dire que c'est un très grand latéral droit, mais tu sens qu'il y a une intelligence derrière. Donc est-ce qu'il est capable de transmettre, etc. On sait pas. Mais souvent, c'est souvent ça le plus dur, tu sais. Bien sûr, c'est le plus dur. Et c'est aussi pour ça que beaucoup ne font pas des d'anciens grands joueurs ont eu du mal à être entraîneurs. Même si là, on a l'exemple contraire. Pour ça, ça se passe magnifiquement bien. Cruyff, mais pour ça qu'on a énormément de types qui n'ont pas eu de carrière et qui ont été de très grands entraîneurs. Et ce qui a bloqué certains ex-grands joueurs, c'est qu'ils n'arrivaient pas à passer le message parce que ils se sentaient pas d'expliquer un truc qui pour eux était évident. C'est exactement ça. Moi, je pense que ça, par exemple, toi, t'aurais eu beaucoup de mal. Ah là, il t'attaque direct. Parce que t'étais un joueur qui était un peu techniquement instinctif. Qui était au-dessus de la moyenne. Non, mais il a raison sur ça. Et c'est vrai, et que d'aller expliquer, non mais sans rigoler, c'est intéressant, puis il a raison sur ça. Et aller expliquer à un type un peu plus laborieux, comment faire un geste, ce genre de choses-là, parfois pour le mec qui avait beaucoup de talent, c'est très dur à expliquer. C'est exactement ça. Van Basten le dit sur dans le livre, Van Basten, départ chapitre 2, il le dit. En fait, moi, même Platini l'avait dit à un moment que. Platini, il a tout de suite vu que c'était injouable pour lui. Déjà, lui-même avait pas une énorme estime des entraîneurs. Exactement. Parce qu'il estimait que de toute façon sur le terrain il faisait tout seul, que les mecs étaient à son service et tout ça. Ouais, mais après Platini a été sélectionneur. Attention, c'est différent. C'est quand même pas le même métier. Oui, mais même quand il transmettait aux joueurs, c'était pareil. Il l'a dit. Il a sorti une phrase que j'ai. C'est Houillet qui faisait tout. Platini à l'entraînement, il préférait jouer avec les mecs aux cartes et jouer sur le terrain. Mais c'est peut-être pas le bon exemple. Michel Platini, c'est le sélectionneur. Quand tu arrives en sélection, mais entraîneur, il s'y voyait encore moins. Ces grands joueurs qui en fait, je ne sais pas transmettre ce que je sais faire. C'est très difficile. Van Basten dit, là, c'est votre page 27. J'étais beaucoup plus influent
influence sur le jeu et sur le match quand j'étais joueur. Comme coach, je n'étais pas assez bon pour avoir cette influence. Cela a commencé à me ronger de l'intérieur, à entamer ma confiance en moi. J'étais pas heureux, je me sentais pas assez compétent. Il a eu des problèmes cardiaques, hein. Ça a joué sur son état physique même. Mais c'est normal, c'est très difficile. Et l'un des plus grands qui a réussi et qui a même été vraiment un intellectuel du football, qui est vraiment une exception, c'est Johan Cruyff. C'est le seul. Parce que Maradona a essayé, mais lui il misait sur le côté émotionnel, sur la grinta, il misait là-dessus, mais finalement il apprenait rien tactiquement à ses joueurs et tout. Il était là, il voulait jouer le chef de bande. Il voulait jouer le chef de bande. Mais après attention, il y a aussi, tu sais, qu'on parle des grands joueurs qui ont du mal, donc je suis d'accord avec vous. Et Cruyff en est l'exception de ce côté-là. Mais il y a eu aussi d'autres grands joueurs, peut-être moins. Et Zidane sera peut-être l'autre. Non mais parce que vu le style, après il faut regarder le style des joueurs que c'était. Oui, parce que t'as eu Deschamps. Moi je prends Deschamps comme exemple. Deschamps est un grand joueur. Ça a été un grand joueur dans son poste. Pas avec les pieds, je te le confirme. Oui, mais pas. C'était avec son intelligence sur le terrain. C'était sur l'intelligence sur le terrain. Et toi, tu penses que Deschamps, ce sera... Moi je pense que Deschamps il le dit très clairement. Par exemple, qu'il a eu des périodes très difficiles. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Nantes, quand il était dans sa jeunesse, je parle, les gens se sont moqués de lui. Il a une période très difficile, disait Deschamps. Il a dû chercher des clés déjà pour lui s'intégrer lui-même en fait. Donc forcément, si tu dois chercher quand toi tu vas t'intégrer dans un groupe, tu vas réfléchir à comment on fait pour fédérer un groupe. Et ça a joué forcément. Mais regarde, il y a Deschamps, mais Guardiola c'est pareil. Guardiola après, Guardiola j'ai du mal à le juger parce que, pour moi c'est un des plus grands, il y a même pas photo. Mais quand t'as croisé Cruyff, déjà, je pense que ça fait beaucoup de choses. Même si certains l'ont croisé. T'as croisé Cruyff et que t'as croisé Bielsa. Bielsa aussi, bien sûr. Il a appris avec ces deux-là. Bielsa, c'est plus, Cruyff c'est pour le jeu, Bielsa c'est surtout pour la passion. Quand les gens vont voir Bielsa, c'est pas pour le jeu. C'est pour parler de jeu. Mais Guardiola n'a rien pris à Bielsa sur le jeu. Guardiola a pris au niveau de la passion. Bien sûr. Le jeu, il a rien pris à Bielsa. Alors justement, on va parler tout à l'heure de Bielsa. Juste sur la gestion des relations humaines. Vicente Blael Bosquet dit il n'y a aucune différence entre un bon manager et un bon entraîneur. L'un ne va pas sans l'autre. Pour être un bon entraîneur, il faut savoir gérer les relations humaines aussi bien que la stratégie. On a eu l'exemple avec Benitez. Benitez est un très bon entraîneur. Je pense que c'est difficile de dire le contraire. Quand il arrive à Madrid, il est mort dès le départ parce qu'il a fait des grosses erreurs de communication qui fait qu'il a aucune chance de prendre la main sur son groupe. Et de se dire qu'un homme comme Rafael Benitez a fait ces erreurs-là, ça montre bien qu'on peut être un cadre, on peut avoir gagné des Ligues des Champions, on peut quand même faire des erreurs. Tout le monde en fait. Alors dans le livre, il y a des références aussi, et c'est plus étonnant, au cinéma. Et notamment à James Bond. J'adore James Bond. Oui, j'avoue. Je suis désolé, mais j'adore James Bond. Quel est le lien entre le ciné et le... Il y a quelques liens marrants. Après, il n'y avait pas un lien particulier. C'était surtout, je voulais faire un voyage. C'était la première chose que parce que en fait, on rappelle que c'est une quête. L'entraîneur idéal. C'est pas un livre de management. C'est pas. Ouais, voilà, exactement. C'est pas que du. Il y en a. Il y a quelques données de management. Quand même, évidemment. Moi, j'étais parti sur un départ. Ça fera sans doute plaisir à Monsieur Riolo. C'est que j'ai lu beaucoup de livres de management en fait, mais qui m'ont... Daniel. Oui, non, mais je pense que... Non, franchement. Bon, Monsieur Daniel alors. Monsieur Daniel, c'est encore pire. Professeur Daniel. Monsieur Daniel, ça fait Macron. Tenancier dans le 14e. Daniel avec sa petite chemise et son truc, appelle le Daniel. Non, voilà, j'ai lu beaucoup de livres de management et en fait, moi, j'en ai pas appris beaucoup de choses. C'est très barbare souvent, je trouve, avec des A, B, participatifs, etc. Et par contre, j'ai lu Secret de Coach. Donc, voilà. Et j'ai appris beaucoup plus de choses en lisant Secret de Coach qu'en lisant un bouquin de management. Donc je me suis dit, si tu veux présenter du management avec du football, ne fais pas un livre pur management, fais quelque chose de différent. Les entretiens, c'est difficile parce que j'ai pas les accès à José Mourinho et Pep Guardiola, c'est un peu difficile. Ouais, mais tu sais, on s'était rencontrés avant. Mais on s'est rencontrés, Jérôme, mais il y a longtemps. J'étais pas très grand. J'étais fan, mais j'étais pas très grand. Là, il y en a quelques-uns. Mais je t'ai respecté quand même, rassure. Ouais, t'as bien joué. C'était rare à l'époque, mais. Non. Mais c'était difficile, voilà. Donc je me suis fait un voyage et James Bond, ça collait bien. Je trouve que c'est marrant. Ça peut faire des vannes assez rigolotes. Voilà. Mais qu'est-ce que tu lui as apporté alors toi, Raphaël, de par ton expérience? Alors c'est peut-être plus Philippe qui pourrait répondre. Ouais. Moi c'est vrai que j'ai essayé de lui apporter justement mon regard de préparateur mental. Tu as bossé avec qui alors? Alors j'ai par exemple bossé avec Denis Sapia l'an dernier, qui était le seul joueur de champ en France à avoir fait les 38 matchs en intégralité. Ouais.
Voilà, seul joueur. C'est fort au niveau des blessures. Ils étaient que 3 en France. Hein. Il y avait Ruffier et Vercoutre, donc des gardiens, mais en joueur de champ, il y avait que Denis. Je bossais un peu avec Neil Maupé. Ouais, il est à Anderlecht maintenant. J'ai bossé avec Neil Maupé. Voilà, j'ai bossé avec plusieurs joueurs Ligue 1. Et les joueurs ont de plus en plus envie maintenant d'être avec des préparateurs mentaux. C'est quoi le travail en fait que tu fais avec eux? Alors j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus envie. Je pense qu'il y a une prise en compte plus importante qu'à une époque des enjeux mentaux, à quel point le mental joue dans la performance. Et on se rend compte que pour l'instant, des 4 piliers, on va dire, de la perf, les éléments techniques, tactiques et physiques, avec le mental, donc, c'est l'élément le moins maîtrisé, qui n'est rarement travaillé de façon spécifique en club. Et qui devient le plus important. Et il y a un besoin, quoi. Il y a un besoin parce qu'on sait que les joueurs peuvent être stressés, on sait qu'ils peuvent être anxieux. Même si on gagne très bien sa vie, on a quand même des émotions à gérer. J'entendais tout à l'heure. Ils peuvent être, ils sont toujours, je te rassure, parce que moi je parle pour moi, mais pour tous les joueurs, quand tu es dans une carrière et surtout dans les grands clubs, t'es stressé au quotidien, t'es anxieux. Exactement, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que du grand public, c'est pas toujours perçu. Moi, j'entends des fois, ils gagnent bien leur vie, ils sont sur le terrain, ils gèrent. Non, c'est pas parce qu'on est bien payé qu'on est un robot. Exactement. Donc on a des émotions à gérer, on a des frustrations, on a des inhibitions, on a plein de choses qui sont pas toujours prises en compte vraiment par le club. C'est-à-dire qu'on est très très bien préparé. On est des chevaux de course ou des Ferrari, j'ai envie de dire. On est très bien préparé physiquement, techniquement, tactiquement. Et puis le mental, là, cette boîte qui se trouve entre nos deux oreilles, chacun doit se débrouiller un petit peu avec. Et d'ailleurs, le fait de faire appel à un préparateur mental est pas forcément bien vu non plus. Un préparateur mental pas toujours hors structure de club, j'imagine. Ça, c'est un problème d'ego, ça. Ouais, alors j'ai l'impression aujourd'hui que c'est mieux vu que d'avoir un préparateur physique extérieur. Parce que le préparateur physique, on en a dans le club et des fois on en a plusieurs, donc ça peut être mal vu par le club qu'un joueur en ait un autre. Par contre, le mental, moi je connais plusieurs entraîneurs de Ligue 1 qui sont tout à fait d'accord que je travaille avec leurs joueurs parce qu'ils savent que dans le club, de toute façon, il n'y a pas cette structure. Il n'y a pas cet élément. Tu avais Luis Enrique, le coach au Barça aussi, qui travaille aussi avec quelqu'un. Alors, et ton apport, donc puisqu'il dit que c'est toi qui peux en parler mieux, l'apport de Raphaël sur ce livre? Disons que quand j'ai commencé l'écriture, c'est pareil. Je me suis dit, quand tu écris sur le métier d'un entraîneur, un entraîneur, même s'il réfléchit, il réfléchit jamais seul. En fait, il réfléchit seul, mais il va échanger beaucoup avec son staff, avec son adjoint. Donc moi, dès le départ, je me suis dit, tu vas écrire avec quelqu'un ce livre. J'ai contacté beaucoup de préparateurs mentaux et avec Raphaël, on a eu un bon feeling. Et donc, ce qui m'a apporté, c'est des échanges, surtout beaucoup d'échanges sur les cas de management, et puis un beau dialogue à la fin qui, selon moi, replace. Donc, effectivement, avec du dialogue. Et surtout pour, il me fallait quelqu'un pour aussi montrer que c'est pas juste du sport, quoi. Ça dépasse le cadre du sport. Non, ce qui est formidable, c'est tous les emprunts à plein d'autres domaines dans le bouquin. Ce qui est génial aussi, c'est les citations. Ouais, je me suis régalé sur ça, moi. Ça, c'est formidable. Ça, on la connaît, celle de Sampaoli, mais elle est drôle. On peut résister. Vas-y, pas la lire, franchement. Vas-y, on a le temps. Vas-y. Donc c'est Sampaoli, entraîneur de Séville. Écoute, Jérôme, ça va te rappeler 2-3 trucs. Il dit, une fois, j'étais avec une femme dans un bar. On a parlé toute la nuit, on a ri, on a flirté, je lui ai payé des coups. Puis vers 5h du mat, un type est arrivé et l'a prise par le bras. Il l'a emmené aux toilettes pour lui faire l'amour avant de partir avec elle. Mais ce n'était pas grave. Ce soir-là, j'avais eu la possession. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur la possession. Comme quoi, des fois, ça sert à rien, la possession. C'est pas toi qui vais au fond. Je te dis, c'est de plus en plus le cas, d'ailleurs, pour l'équipe à l'heure actuelle. Je me laisse pas passer devant, je te le dis. Tiens, une autre citation, Jérôme. Il vaut mieux perdre avec ses idées qu'avec celle d'un autre. C'est la plus belle pour moi, celle-là. Ah, bah oui. Ça, c'est Cruyff, d'ailleurs, au passage. Ça me paraît logique, ça. Ouais, c'est logique, mais c'est logique. Il y a beaucoup d'emprunts. Il y a beaucoup de gens qui. Exactement. Il y a des cas qui sont marrants qu'on peut imaginer sur ça. Par exemple, le PSG Barça. Est-ce que Emery a voulu vraiment défendre et rester le cul devant son but ou attaquer? Au final, moi, je pense que plus qu'un match de foot, il a perdu ses idées ce soir-là. Et c'est le plus dur pour un coach. Excusez-moi, j'étais en train de regarder à l'intérieur du livre. J'ai arrêté le match de Emery contre le Barça. Ouais. Est-ce que vraiment, moi, je pense pas qu'il a voulu mettre sa défense devant le but. Ça, j'ai du mal à y croire. Il a voulu défendre. Non, les joueurs aussi dit. Non, les joueurs ont tous dit qu'ils n'avaient pas entendu ce qu'il avait dit. Voilà, ils n'ont pas ce soir-là. Le message n'est pas passé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et à la fin du match, c'est pour ça que je pense qu'il perd avec ses idées. C'est pas ses idées qui ont été sur le terrain. Non, c'est pas ses idées. C'est ça le plus dur. C'est le plus dur pour lui. Pour la coach, c'est la défaite ultime. C'est ultime. Tu s'en remets pas de ça. Et Kasparov et Karpov, donc joueurs d'échecs, c'est la même chose. Ils disent voilà, quand tu perds et que t'as pas pu mettre ton jeu en place.
T'imagines combien d'entraîneurs j'ai sauvé, moi, quand ils faisaient de la merde sur un coup de passe. Allez, tiens, au lieu de déprimer toute la nuit, tu vas bien dormir et ça va bien se passer. Il m'y fait penser, aujourd'hui, j'ai pris une grosse tôle, là, j'ai pas réussi à mettre mon jeu en place, donc si tu peux m'aider, une petite consultation après l'after. Avec plaisir. Comment joue Daniel Riolo? Pressing haut ou? Non, là, c'était du tennis. C'est du tennis. C'est pas du foot. D'accord. Très en coach de foot, ouais, j'ai coaché une fois l'équipe de RC, la Charletti. Comment ça joue? Arrête, c'était un régal. Non, comment ça joue? Jérôme, la vérité. Balance les infos. Comment un régal? Mais il a tout misé sur moi, en fait. Ah, d'accord. Voilà, tu dois être honnête. C'est ce comment que tu m'as dit. Positionner l'équipe. Alors, soit tu as voulu me faire briller, que je me sente fort, mais que tu sois le plus important de l'équipe. C'est normal que tu étais le meilleur. Mais comment j'ai dit à l'équipe de jouer? Ça, c'est beau. Très haut. Tout le temps. Pressing haut, on récupère. L'équipe qui était en face, c'est sûr qu'elle allait être choquée par ça. C'était qui en face? C'était les auditeurs de l'équipe des auditeurs. Ils ont pas les auditeurs, j'espère que cette année vous serez meilleurs parce que franchement. Il faut qu'on l'organise, hein. Ah ouais, parce que là, il faut que le niveau soit plus relevé. Parlons d'une partie importante, c'est Bielsa, notamment, et plus généralement d'ailleurs, ça revient beaucoup dans le livre, ça va faire plaisir aux auditeurs de l'after, c'est le fait finalement d'imposer son jeu. C'est un peu l'idée de mourir avec ses idées, c'est-à-dire de dire de pas être passif, contrairement à plein. En revanche, mourir avec ses idées, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Enfin, là en l'occurrence, c'est pas ça. C'est sur la Ligue 1 et sur tous ces entraîneurs qui, en gros, mettent le frein à main, qui ont peur. Après, il y a beaucoup de références à ça, et à l'inverse de ceux qui, comme Bielsa, disent de toute façon, il faut être dans l'action. Il faut jouer, il faut réaliser ce qu'on a envie de faire. Après, le résultat finalement est secondaire par rapport à l'action qu'on met en place. Ouais, moi après c'est la question encore une fois, c'est est-ce que tu vises les trophées ou est-ce que tu vises l'émotion? Bielsa, il s'est jamais soucié je dis pas, il y a aucun entraîneur qui joue pour perdre. Je pense pas que ça existe. Mais Bielsa ne joue pas pour les trophées, ne joue pas pour le prestige, ne joue pas pour la gloire. Sinon, il aurait été au Real Madrid quand il y a eu la proposition du Real Madrid si la gloire l'intéressait. Il y a pas été. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse dans le football, c'est le message que tu passes, les émotions que tu transmets. Par exemple, on va prendre je pense qu'il y a beaucoup de belles équipes dans l'histoire qu'on a retenues et elles n'ont pas gagné grand-chose. Et je trouve que c'est une victoire qui est encore plus importante qu'une victoire avec des trophées. J'ai plusieurs exemples en tête. Je pense que dans 50 ans, on se rappellera encore de l'Atlético Madrid de Simeone. Même s'il a gagné la Liga, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et ça, c'est peut-être encore plus fort. C'est les émotions que tu transmets sur le terrain qui sont vraiment fortes. Après, quand Daniel Riolo dit qu'il faut pas mourir avec ses idées, c'est vrai que moi je suis partagé sur ça parce que d'un côté... moi je pense si je le dis, pardonne-moi de te couper, c'est parce que je pense qu'un entraîneur... Bon, moi, il me fascine les dogmatiques, Guardiola, Bielsa et tout, mais je suis pas, au-delà de la fascination, je suis pas tout le temps d'accord avec eux. Non, bien sûr. Moi, je suis un petit peu plus pragmatique même dans la vie, donc je me dis que tu dois, si tu vois qu'un truc ne marche pas, s'obstiner et ne pas chercher à s'adapter, à voir comment tu pourrais t'en sortir autrement sans te renier complètement, parce que le problème des dogmatiques, c'est que s'ils font une petite entorse, ils ont l'impression de se renier complètement. C'est exactement ça. Non, on ne se renie pas complètement. Si on fait une entorse, une entorse, c'est pas se renier. Non, mais donne-moi un exemple alors, parce que Guardiola, par exemple, qui relance tout le temps. On va prendre Nice. Alors Nice, pareil, comme tout le monde a vu, tout le monde était émerveillé devant les relances niçoises, etc. Est-ce que vous voulez qu'il fasse une entorse à ça? Si un jour ça marche pas dans un gros match, il peut pas faire ça. Si à partir du moment où ce qui est important. Alors, donner un autre exemple. Regarde, je sais que Flo sera d'accord parce qu'il en avait parlé. Manchester City contre Monaco. Oui. Ils savent qu'ils ont un gardien qui est incapable de le faire. Je suis d'accord. Qu'ils ont des défenseurs qui ont un gros problème pour le faire. Je suis d'accord avec toi. Et Guardiola, il s'obstine à dire faites-le quand même. Et putain, mais ça donne un dégagement raté, tu prends un but. Oui, je suis d'accord, mais c'est un peu relou. Oui, laisse-moi finir sur ça. Moi, je vais te donner un contre-exemple. Il s'appelle Luis Enrique quand il va à Barcelone, en fait. Donc Luis Enrique quand il va à Barcelone, tu connais la culture du jeu barcelonaise, etc. Il faut toujours jouer. Le problème, c'est que si tu te mets dans une position, on va dire, t'es le cul entre deux chaises, c'est-à-dire on joue pas. Tes joueurs, ils le ressentent. Et Luis Enrique, il a été bloqué sur ça. Je te jure, Daniel, il y a eu des matchs contre Séville où je me rappelle où il fait rentrer des défenseurs à la place d'attaquants, ce qui est assez difficile à concevoir à Barcelone. Ils prennent 2 buts après parce que tes joueurs sur le terrain. Mais je comprends, Philippe, mais tu peux aussi faire en sorte que tes joueurs comprennent que tu peux t'adapter. Non, mais t'as aussi un truc au Barça qui est symptomatique, c'est cette idée qui existe depuis des années sur la circulation du ballon, etc. Et le fait de frapper, par exemple, au but un peu plus, par exemple, depuis quelques années. Et Guardiola s'est adapté sur ça. Amélie qui s'est adapté. Justement, il s'est adapté, mais c'est pour ça, il faut une dose de pragmatisme. Tu peux ajouter une dose de pragmatisme. C'est ça le truc. C'est que tu peux t'adapter un peu. Guardiola, mais c'est ce que je dis, moi, un peu. Oui, j'ai là, en l'occurrence, si j'ai un gardien, un défenseur comme City avait, je leur dis de temps en temps, bazar devant, parce que de toute façon, il est trop nul. Le truc, c'est que quand le goal va recevoir les ballons à chaque fois, ça va être quel choix je fais. Alors que si tu lui imposes
un choix qui correspond à une matrice de jeu, il sait ce qu'il doit faire et il est convaincu. Oui. Et Daniel, tu sais que des bons joueurs sur un terrain, c'est des joueurs qui sont convaincus par ce qu'ils font. Et c'est pour ça que les joueurs sont toujours forts avec Guardiola. Et je pense que cette saison, évidemment, Guardiola a fait des sacrifices, parce qu'évidemment, il aurait pu faire ce que vous dites, c'est-à-dire de jouer béton contre Monaco, etc. Mais enfin, ça, même les joueurs l'auraient regardé, mais Guardiola qui dit ça, moi je t'ai pas dit ça. Et l'entorse, ça veut pas dire jouer au béton. Ça veut dire genre mais tu peux t'adapter. Tu peux. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Daniel. En fait, les joueurs seraient pas réceptifs. Je te le dis sincèrement. Je pense pas que les joueurs seraient réceptifs. En fait, ils savent comment est Guardiola, qu'il a gagné comme ça, de se dire, lui, il change du jour au lendemain en fonction des résultats, ce qu'il a jamais fait. Forcément, ils vont dire, le mec, il est plus convaincu par ce qu'il fait. Et je pense que ça va jouer dans la tête. Non, mais je pense qu'il est convaincu. Après, il faut aussi. Il change du jour au lendemain. Non, mais il faut. Ça marche pas. Il est pas convaincu. Non, mais pas changer de tout au tout. Ce que je veux dire, la relance, c'est quand même le truc. Si vous regardez bien, c'est quand même le truc le plus important. Oui, mais sauf que, tu vois, ces entraîneurs-là, ils ont été joueurs aussi à une certaine époque. Ouais. Voilà, on a tous vécu. Moi, j'ai eu la chance de faire une carrière assez longue, tu vois. J'ai joué 16, 17, 18 ans. T'as eu la chance de voir Vaïd. Et non, mais outre mes entraîneurs, mais le foot, il évolue. C'était bien. Et il continue à évoluer. Ouais, j'ai arrêté il y a 3 ans. Aujourd'hui, le foot est pas complètement différent que quand j'ai arrêté, mais il est différent quand même. Les relances, quand même, tu vois, quand même des différences. Il est différent. Et quand j'ai commencé, je te jure, dans les fin des années 90, c'était 96, 97. Quoi, 3-4 ans après, c'était plus les mêmes préparations physiques. Le foot, il avait évolué. On demandait plus d'intensité, et puis ça a évolué. Aujourd'hui, c'est Guardiola a gagné, comme tu dis, avec ce style-là de jeu, mais peut-être que pour gagner dans le futur, il va falloir qu'il change quelque chose. Moi, je pense que, comme j'aime à répéter, c'est que Guardiola joue un football complexe, et pour jouer un football complexe, il faut des virtuoses. Et je ne pense pas que les latéraux de Guardiola soient des virtuoses. Toute sa relance est organisée à la base. C'est sûr. Ça veut dire qu'il lui faut d'autres joueurs. Exactement. Donc ça, c'est certain. On peut dire donc tu dis que Sagna et Clichy, c'est pas bon. Non, Sagna et Clichy, c'est pas bon. Ça a été. Non, mais c'est bien de l'entendre dire, parce que Daniel pense des fois le contraire, donc. Non, je l'entends. Non, je plaisante là. Non, je plaisante. Non, voilà, le football de Guardiola est très compliqué, et pour qu'il fonctionne, il faut des virtuoses sur le terrain. Et cette année, il n'avait pas les virtuoses. L'année prochaine, il va les avoir. Et je pense qu'on dira que Guardiola avait raison de faire ce qu'il a fait cette saison, parce qu'il a montré à ses joueurs que peu importe le résultat, il était convaincu. La culture va être imprégnée. Exactement. Il aura imprégné le plus sa culture, et il aura convaincu ses joueurs. Exactement. La transmission du message. On va continuer à en parler. On va s'arrêter quelques instants. Et on va même parler de Nietzsche, parce que quand on parle de Bielsa, vous allez voir qu'il y a un rapport avec Nietzsche. Et oui, avec Bielsa, c'est toujours plus compliqué qu'avec les autres, mais c'est sympa quand même. Vous allez voir dans quelques instants l'entraîneur idéal. On continue d'en parler, puis je vais vous donner dans quelques instants aussi les sanctions pour Bastia, puisque c'était ce soir les sanctions officielles et définitives. Alors, pour Bastia, ce sera juste après, dans quelques instants. À tout de suite. RMC l'afterfoot. RMC l'afterfoot. Florent Gautreau. L'after avec vous jusqu'à minuit. L'after ce soir avec Daniel Riolo, Jérôme Roten, avec Philippe Rodier, l'auteur de l'entraîneur idéal dont on vous parle depuis quelques instants, et Raphaël Oma qui a collaboré également à ce livre. On va juste faire une petite parenthèse, puisqu'on a les sanctions, je vous le disais, qui sont tombées pour Bastia après les incidents de Bastia-Lyon du 16 avril dernier. Pas trop. Fermeture de Furiani pour 3 matchs. Voilà pour la première sanction. Match perdu contre Lyon. On s'y attendait un peu aussi, faut le dire. Et voilà pour ce qui est des points et des matchs. Ensuite, c'est Agostini, c'est le directeur de la sécurité, qui est suspendu 6 mois, dont 2 avec sursis de toute fonction officielle. Et puis 4 matchs de suspension de l'espace visiteur. Voilà pour Bastia. Mais en gros, fermeture de Furiani pour 3 matchs et match perdu contre Lyon. Ça, c'est important. Cela dit, ça ne règle. Enfin, Bastia, avec sa victoire lors du dernier match, n'est pas. Match perdu contre Lyon, je comprends pas. Mais bon, après, parce que tu peux le refaire. Et le match de Metz a été refait, Metz-Lyon, non? Ouais, mais ils estimaient quand même que là, les instants étaient d'une autre gravité. Oui, mais d'accord, mais là, tu tapes sur les joueurs. Ce que je veux dire, les joueurs, ils n'ont rien demandé. C'est pas les joueurs qui ont déclenché. Alors, c'est des imbéciles. La thèse de Cahuzac et le cas qui avait défendu leur club en première instance, c'était de dire que ces supporters-là voulant casser la direction actuelle du club, il fallait s'en prendre précisément à ça, et pas aux joueurs, au club, et à ceux qui restent. Effectivement, c'était cette thèse qui était défendue, ce qui fait que donc les Bastiais ont le nombre de points qu'ils ont à l'heure actuelle. Ça leur retire
retire pas parce qu'ils avaient un point qui planait quand même, un retrait d'un point avec sursis. Peut-être que Jean-Michel Aulas, comme il a été très clean dans ses déclarations, va peut-être aller au devant et va dire non, nous on a envie de rejouer le match. Oui, alors il avait envie de le rejouer. Je comprends pas trop. Bah non, mais c'est ce qu'il avait dit, qu'il avait envie de le rejouer. Je sais pas pourquoi je le sens pas comme ça. Alors soit il avait envie de passer des vacances en Corse pour se faire bien voir, il a dit ça, soit peut-être qu'il va aller au fond, c'est possible. Possible, mais pas sûr. Je pense qu'il va prendre des 3 points et c'est tout. Surtout que ça va lui garantir la 4e place au feeling comme ça. Au feeling, peut-être. L'audition des Bastia a pris 3 heures. Hein. Ça a été long ce soir. Et voilà pour les infos. Et en fait, ils peuvent jouer les matchs donc sur terrain neutre, mais plus à huis clos alors. Ah, t'as raison, je sais pas exactement. Fermeture de Furiani, ça ne donne pas. On vous donnera les infos. Soit pas au point sur le règlement. Parce qu'on passer un coup de fil à Manardo pour être sûr. À part ce main là, ouais. On va appeler Manardo. Oui, on va appeler. Au courant. Ça, c'est typique son. Non, mais c'est son secteur. On a des secteurs bien répartis. Allez, tiens. Ils vont jouer où à Parchemin, là? Au stade de Parchemin, à Fos-sur-Mer. De toute façon, bon, à huis clos ou pas, il est toujours à huis clos celui-là. Donc, allez, on revient sur notre livre, l'entraîneur idéal. Parmi les, comme il y a des super citations, j'en ai trouvé une qui est vraiment pour toi, Jérôme. Écoute bien. Perdez-vous aussi élégamment que vous gagnez? Je ne saurais vous dire, je n'ai jamais perdu. Alors ça, c'est très Jean Breton dans la mentalité. C'est modeste. Elle est bien celle-là. C'est James Bond. Ça n'arrive jamais. Oui, ça n'arrive que dans les films. Ouais, bon, ça, j'aurais du mal à sortir au foot. C'est dans jamais plus jamais. Parce que là, le groupe vient me regarder, il va dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. C'est Jérôme Breton. Voilà. Les gars, mais moi, je l'ai fait grimper au rideau, je te le dis, mes joueurs. Alors, il y a ils vont m'aimer. Tu veux devenir entraîneur en plus. Ouais, peut-être. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Peut-être, c'est possible. À force d'entendre toutes les conneries. Tu veux leur prouver que tu peux le faire. Est-ce que tu peux être l'entraîneur idéal? Non, prouver. C'est pas à qui? Prouver à qui? À Daniel? Ah non. Non, c'est bon. Moi, à toi-même. À moi-même. Est-ce que tu peux être l'entraîneur idéal? Moi, je crois en Jérôme Breton. Écoute, pourquoi pas? Il y a plein de choses, attention. Pourquoi pas? Faut aller chercher à droite, à gauche. C'est dur, non, mais c'est dur. Déjà, il y a l'entraîneur, et puis après, on parlait de Patrice Garande, parce que souvent, on me dit, ouais, tu critiques Patrice Garande, où je trouve qu'il a beaucoup de qualités, voilà. Mais que à Caen, il n'est pas le seul responsable. Et à Caen, s'il y a des problèmes dans le jeu, c'est qu'aussi il est peut-être mal encadré. Voilà. Parce que un seul entraîneur peut pas y arriver actuellement, c'est pas possible. Il faut que tu aies des adjoints, une ligne de ce nom avec un staff. Si je peux me permettre, je pense que c'est l'erreur de Nasser qui s'est dit en allant prendre Emery, on va prendre un coach qui va nous apporter une dimension politique auprès du club, alors que Emery n'est pas, est un entraîneur mais pas un manager. C'est pas une critique quand je dis ça. C'est vrai, c'est absolument vrai ça. Je pense que c'est ce qui est... Après, dire que c'est une erreur, c'est peut-être fort parce que je sais pas qui était libre sur le marché. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent faire passer un cap de cette façon à un club. Il y a Mourinho peut le faire par exemple, c'est peut-être le meilleur pour ça selon moi. Ancelotti l'a fait aussi à Paris, il était capable de le faire. Mais je pense que voilà, Nasser s'est dit en prenant Emery, ça va bien se passer au niveau politique et ça a été assez sous-estimé, on va dire. Ça aurait dû être accompagné par l'arrivée d'un grand directeur sportif comme ça va être le cas. J'ai trouvé une autre citation pour Jérôme. J'en ai vu qui avait la tête comme une montgolfière, mais comme vous, jamais. Toi aussi, c'est James Bond. Tu me dis ou c'est moi qui est capable de le dire? Les deux, ça marche pour faire des idées. Imagine genre ça, on va à mon groupe, les mecs, ils vont rien. Par contre, Javier Zanetti, qui a quand même un joueur que tout le monde a. C'est beau, qui a gagné la Ligue des Champions. Alors, je pensais qu'il la gagnera plus avec Mourinho. Le mec a quand même dit, Bielsa est le meilleur entraîneur que j'ai eu devant Mourinho. Il le dit, je l'ai coupé la citation parce que c'était un peu plus long que ça et les éloges sont phénoménales et ça veut bien dire que ce que j'avais entendu d'ailleurs, c'était sur ce plateau mais sur RMC, j'avais entendu un animateur dire que Mourinho était qu'est-ce qu'il disait exactement, je me rappelle plus, c'était Mourinho en gros était devenu un tocard, etc. et que Bielsa était encore pire parce qu'il avait rien gagné. J'aimerais bien qu'on écoute l'avis de Javier Zanetti qui a eu les deux en fait. Exactement, et comme ça revient à ce que tu disais, ce que je veux dire, des fois on retient les poupées sur regarde l'Atlético Madrid et là je te rejoins totalement sur ce qu'a pu Monaco, alors qu'on n'a rien gagné cette année-là. Ouais non mais si vous avez gagné les cœurs. Oui mais c'est peut-être plus fort encore et c'est vrai que à travers les entraîneurs. Alors après attention parce que certains, là, c'est Zanetti qui dit, parce que certainement Bielsa lui a apporté des choses différentes à Mourinho, lui a apporté des choses quand même. Plus mental mais le jeu, après, peut-être que d'autres joueurs vont te dire, qui ont eu les deux, c'était mieux avec Mourinho par rapport à ça. Donc, le seul message que je veux délivrer sur ça, c'est qu'on ne peut pas dire qu'un grand entraîneur est un grand entraîneur parce qu'il a gagné des titres. Ça, c'est une connerie, mais monumentale. Non, et puis après, il y a comme tu disais, il y a des choix de carrière aussi. Bielsa a eu l'opportunité peut-être de gagner des titres dans certains clubs, il n'a pas voulu y aller
On pourrait même, sur ton choix, moi je me rappelle, parce que je le dis à l'antenne, j'ai beaucoup suivi la carte de Jérôme Breton. Quand tu es venu à Paris, tu n'étais pas forcé d'aller à Paris non plus. Exactement. J'aurais pu aller ailleurs pour gagner des titres, à Chelsea, comme tu dis. Ouais, Chelsea, à la Juve. Ouais, je me rappelle très bien. À la Juve, t'aurais été bien, toi. Ouais, et c'était un choix-là. Voilà. Ça aurait changé ta carrière. Mais après, la carrière que tu as fait. Exactement. Juste, Unai Emery, puisqu'on en parlait, dit vous ne gagnez pas seulement grâce à la tactique, il doit toujours y avoir l'union entre la tête et le cœur. D'abord les sentiments, ensuite la tactique et les connaissances. Mais c'est intéressant, on regarde la saison parisienne. Ouais. Parce que est-ce qu'il a vraiment gagné le cœur de son vestiaire? Non, il a gagné la moitié du cœur de son vestiaire, moi je pense. La moitié du vestiaire ou la moitié du cœur de son vestiaire? La moitié du cœur. Moi je pense que ça a été. Vous en avez beaucoup parlé ici. Je pense qu'il est arrivé en se disant je vais imposer mes choix. Ce d'ailleurs qu'il faut retenir, c'est que Romain Molina en a parlé ici, je crois, auteur de la biographie sur Unai Emery, c'est qu'il a fait des erreurs de management à Moscou, au Spartak Moscou, et je pense qu'il est parti sur refaire les mêmes en imposant certaines choses, et il s'est rendu compte assez vite qu'il y a des choses que tu peux pas imposer à des cadors, et que forcément quand tu passes d'un état pire à des mecs qui pensent être des cadors là, qui n'en sont pas. Je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs sur ce que tu dis en ce moment sur Paris, Verratti et compagnie. Je trouve que c'est un sketch monumental ce qui se passe avec Verratti en ce moment et que le club devrait réagir. Et je pense que voilà, quand tu arrives et que tu montres à tes joueurs que tu veux imposer quelque chose, mais finalement que tu te rétractes un peu, bah déjà tu as perdu en fait. Tu as perdu une grosse partie de ton groupe et il va falloir le récupérer après. Donc le récupérer, comment ça se fait? Ça se fait par les résultats, par le jeu. Mais le problème c'est que ça a patiné un peu dans le jeu, ça a patiné aussi dans les résultats. T'as pas la sensation qu'il l'avait récupéré? Si, il a récupéré. Quand à un moment donné, Thiago Silva, un peu en forme d'adoubement, a dit à la fin d'un match, on s'est parlé, mais le coach avait raison et maintenant il a fait un message à usage de l'extérieur. Exactement. Après, je pense qu'il y a une partie de com politique aussi, dans le sens où les mecs sont pas bêtes, il faut soutenir leur coach. Mais oui, je pense qu'il avait repris la main sur son groupe. Je pense qu'il n'a pas totalement perdu non plus, c'est pour ça que je dis la moitié du cœur. Mais je pense que ça a été une saison vraiment très compliquée de transition pour lui. Car Raphaël Oma, justement, préparateur mental, dans ce cas-là, qu'est-ce que le vestiaire parisien? Parce qu'il y a la fameuse défaite à Barcelone, celle-là derrière, quand on est préparateur mental, il y a du travail. Comment on fait derrière ça? En tout cas. Je sais pas, moi j'aime souvent rappeler que les pensées, les émotions et les performances sont liées. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ont été préparés sur ce match d'un point de vue mental. On a l'impression qu'ils y allaient surtout pour pas perdre, qu'ils ont presque été surpris de leur succès du match aller, en tout cas de l'ampleur du succès, et puis qu'ils étaient un petit peu pris par l'enjeu et par la peur qu'arrive la fameuse remontada. Mais c'est sans doute pas la meilleure façon de se préparer. D'après toi, on peut imaginer qu'il y a un manque de préparation, qu'on a encore un niveau dans les clubs où techniquement, physiquement, vous l'avez dit, tactiquement, on sait faire, mais que mentalement, il y a encore du travail. C'est évident, assez évident. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui de façon très claire que les qualités mentales se travaillent. On peut travailler les qualités physiques, on peut travailler l'explosivité, l'endurance, la VMA, tout ce qu'on veut. Mais en fait, le mental, c'est pareil. On peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur la gestion de ses émotions, de sa frustration, sa concentration. C'est des choses qu'on peut travailler de façon très spécifique. Et pour l'instant, de façon majoritaire dans le foot, on est encore dans l'injonction. C'est-à-dire qu'on pense qu'une fois qu'on a dit aux joueurs « calme-toi, concentre-toi », se calmer, quoi. On pense que c'est automatique. Mais on sait juste aujourd'hui qu'on a des outils pour l'apprendre. Il faut juste donner les moyens d'être professionnel. Sur le match retour Barça-PSG, c'est intéressant parce que quand tu as dit ils sont allés surtout pour pas perdre ou dans l'idée que ça pourrait arriver, il y avait eu cette petite vidéo qui avait circulé sur Twitter quelques jours avant où Meunier, Verratti, Matuidi et Draxler sont au resto et ils se disent mais tu sais que même si on perd 5-1 on est qualifié. Mais d'ailleurs il n'y a pas que ça. Marquinhos a fait une photo avec son chien en gros avec le score pas très loin. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est sorti. J'ai pas vu ça, c'est quoi ça? Il faut à vérifier, mais Jérémy Mathieu a dit qu'il n'avait pas du tout apprécié une photo de Marquinhos où en gros il était avec son chien. Non, ça oui, c'est que c'est quelque chose de négatif par rapport, parce que ça c'était une approche. Si les mecs sont déjà en train de parler de ça, de l'éventualité qu'ils peuvent prendre une pause, jusqu'à ça peut arriver, jusqu'à 5 t'imagines si Jérémy Mathieu l'a mal ça justement, il y a Jérémy Mathieu qui pourrait aller à l'OM l'année prochaine, il paraît. C'est une belle recrue. Des agents qui sont communs avec quelqu'un d'important à l'OM, mais qui avait dit que ça marcherait pas comme ça. Ah d'accord. Sur le match Paris-Barça, enfin Barça-Paris, il y a un exemple dans le livre que j'ai fait exprès de mettre qui reprend la carrière de Jérôme Breton. Quand Deschamps, en fait, il y a une causerie où je me rappelle, je crois que c'est avant Chelsea, si j'ai pas de bêtises, où Edouard Cissé dit qu'en gros, vous allez prendre un but. Exactement. Et Deschamps revient sur la causerie pour enlever l'image négative en tête. Moi, ce que je pense, c'est que... c'est le Real. C'est le Real, pardon, excuse-moi. C'est le Real Madrid, Et je pense qu'avant le match contre Barcelone, alors je dis pas qu'il l'a pas fait, parce que je suis pas dans le secret des sages, mais je pense qu'Emery aurait dû dire aussi,
on peut prendre un bouillon pendant les 30 premières minutes, ça peut arriver, c'est pas dramatique, ça peut se passer. Et moi j'ai vu la causerie d'échange quand il vous l'a fait, c'est exactement ce qu'il vous dit, c'est les gars, on peut prendre la pression, ça va être dur, mais on peut résister aussi. Il faut avoir un message comme ça de préparer les joueurs à tous les scénarios possibles. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont été préparés dans leur tête en se disant on les a éclatés, ils se sont préparés à un seul scénario, c'est au pire on perd 3-0 quoi. Au pire on perd 3-0 et on passe. Et ça c'est une grosse connerie. Je pense que Emery aurait dû dès le départ, après encore une fois, je sais pas s'il l'a fait, mais de leur dire voilà, pendant un quart d'heure on peut souffrir, on peut même être mené 2-0 les gars, mais c'est pas grave, on a Cavani devant, on a Di Maria, etc. Et je pense qu'il l'a pas fait, parce que ça se voit dès le départ sur le terrain que les joueurs sont apathiques et terrorisés d'un côté quoi. Et puis il aurait peut-être pu dire que même si on marque un but, on reste concentré jusqu'au bout. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont. Voilà, c'était la victoire, le soulagement, le but de Cavani. Après ils en reprennent. C'est ça l'enjeu vraiment. Ouais. L'entraîneur idéal, c'est donc chez Hugo Sport, Philippe Rodier, avec la collaboration de Raphaël Oma. Merci d'être passé. Avec plaisir, il y a beaucoup de choses, beaucoup de philo, beaucoup de cinéma et du foot quand même, et beaucoup de belles citations. Avec la préface de Patrice Garande, l'ami de Jérôme Bretagne. Mais non, mais arrête avec ça. Il va y avoir des soucis, son téléphone vibre depuis tout à l'heure déjà. Non, mais arrête. C'était une star à Caen. Il vibre. Il aimerait bien que je sois son adjoint, Patrice, et on ne serait pas dans cet état-là, je te le dis. Tiens, juste avant le problème, c'est que je passerais vite numéro 1. Et tu serais vu comme une menace. En fait, tu serais vu comme une menace. Par le coach numéro 1. Il adorait être mon adjoint. Hein. Super. Quand tu as été numéro 1, ça marche bien dans ce sens-là. Allez, tiens, quelques infos sur Bastia, parce que joint par RMC Sport, les dirigeants font savoir qu'ils vont faire appel de la décision. Je vous le rappelle, cette décision, fermeture de Furiani pour 3 matchs et match perdu sur tapis vert contre Lyon. Ça y est, c'est officiel. Prêt à féliciter Genesio pour cette victoire. Et il a évité une défaite ils ont pris les 3 points quand même à Bastia. Les dirigeants bastiais se disent surpris et en colère par la décision et en disant qu'on bafoue l'équité de la compétition et de la Ligue 1 avec cette décision. Voilà ce que dit le club Bastia après les décisions qui font que donc Furiani sera fermé pour 3 matchs et que le match contre Lyon a été perdu sur tapis vert. Également exactement quelque chose. C'est pour ça que c'est mais de toute façon le match Metz-Lyon a été remis. Alors c'est pas la même chose, mais c'est quand même très grave ce qui s'est passé.